Et moi, j'ai pas du tout écouté. J'ai choisi un poste de crépier. Donc, je suis parti. Je suis allé à Courchevel. Là, c'était pendant l'été. J'ai parlé avec le boss. Il m'a recruté sur la base de rien. Il avait besoin de monde. En fait, il pensait que j'étais un saisonnier habituel. D'accord, quoi. ok. Il dit, le gars, il vient pour être crépier. Forcément, il a déjà fait des crêpes. Mais pourquoi t'as choisi crépier? Moi, je me suis dit, c'est pas grave, crêpes, ça doit être Ça facile. Je me suis dit, alors j'avais 2 postes où j'avais été retenu. Un, c'était donc un poste de crépier. L'autre, c'était limonadier. Je savais même pas c'est quoi limonadier. Et quand mon pote m'a dit, non, c'est quand tu tiens les trucs comme ça. Et tout. Non, non. Et le boss rentre comme ça dans le truc et il dit, tu prends tout de suite tes valises. Et tu sais, il a mis une telle énergie qu'il n'y avait pas possibilité de négocier, tu vois. Et donc, je sors avec mes valises à 2000 mètres d'altitude. Il fait super froid. J'ai nulle part où aller. J'ai un blouson Redskins. C'est important d'entreprendre quand on est jeune, parce qu'on a cette insouciance qu'on n'a plus aujourd'hui. À l'époque, j'avais une insouciance que j'ai plus aujourd'hui, que j'ai perdue avec le temps. Je calcule trop, je calcule énormément. Parce qu'en réalité, il faut une part d'inconnu si tu veux atteindre des objectifs que tu n'as jamais atteints. Exactement. Le premier déclic, ça a été d'aller en Umrah et de rencontrer des entrepreneurs. Quand tu as été à la Umrah, tu étais salarié à ce moment-là? Ouais, j'étais salarié. Un pote m'appelle un jour, il me dit ouais, je vais en Umrah, toutes mes excuses. On se connaissait pas trop, tu vois. Et là, je me dis, lui, il va en Umrah, pourquoi pas moi? Et du coup, je vais en Umrah. C'était vraiment improvisé. Quand j'arrive, j'y vais tout seul. J'ai pris aucune photo, rien, pas de selfie. Quand j'ai dit au revoir à la Kaaba, j'en ai presque pleuré, tu vois. C'était un voyage incroyable. Et ce qui s'est passé, c'est que là-bas, j'ai rencontré des entrepreneurs de toutes sortes. Et j'ai dit, c'est ça, entrepreneur? En fait, moi aussi, je peux être entrepreneur en vérité. Donc tu rentres chez toi, tu dis à ta femme, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. C'est parti des précurseurs, on va dire, dans la francophonie, à s'être lancé dans l'infopreneuriat. Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue sur la chaîne. Donc, c'est le 2e podcast. D'ailleurs, on n'a toujours pas de nom à ce podcast. J'insiste vraiment, donc donnez-nous des idées donc en fonction voilà, de ce que vous avez pu voir du premier podcast, Inch'Allah. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur donc, de recevoir Saïd Amzil. Écoute, c'est moi qui suis honoré d'être parmi vous aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Merci vraiment beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Tu as fait venir de Tanger. New York. New York. Non, Tanger. Ça fait un peu loin, New York. Hein. Non, mais ça va, effectivement. Je suis très content aussi d'être là parce que tu fais partie des personnes que j'ai rencontrées récemment. Vous faites partie des personnes que j'ai rencontrées récemment. Et si je peux faire partie de votre club, de gens actifs, bien. Non, franchement, voilà, je suis vraiment ravi d'être ici. Je te remercie pour l'invitation. Je vous remercie pour l'invitation. Et puis, si on peut être utile, bismillah. En tout cas, voilà, ce podcast, l'objectif, c'est de retracer un peu ta vie et comment voilà, on peut impacter donc les personnes qui nous écoutent, tout simplement à travers ton parcours, donc les différents déclics que tu as pu avoir, Inch'Allah. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet. T'es qui toi, Saïd? Est-ce que tu peux te présenter? Tu veux la saison 1, la saison 2? Ouais, toutes les saisons. On va commencer par la première saison. Toutes les saisons, petit teaser. Aujourd'hui, c'est vrai que je me définis, je sais pas si après ça se voit à l'extérieur, mais je suis plus un entrepreneur à impact. J'essaie de lancer donc, des concepts qui vont avoir une partie qui va permettre d'impacter, aussi bien sur le plan social, humanitaire, ou en tout cas, voilà, qui a un impact pas simplement financier, même si dans le business, bien évidemment, c'est la partie la plus importante, mais il faut aussi que ça ait un impact, que notre business, ou nos actions, ou ce que l'on fait, puisse avoir un impact beaucoup plus général et global. Donc, c'est entrepreneur à impact. Je ne sais pas si ça me définit bien. Entrepreneur. Je pense que ça te décrit très, très bien, effectivement. Donc, mais avant d'être entrepreneur, oula, avant d'être... Est-ce que t'as passé par quel... En fait, l'idée, c'est vraiment de retracer un peu ta vie, parcours. Donc, ton parcours. D'accord, donc, tu veux que je commence vraiment quand? Parce que c'est vrai qu'il y a eu deux... Vraiment. En fait, il y a peut-être eu un avant et un après, Saïd. Il y a eu un avant et un après, c'est vrai. Okay. Nous, ce qu'on veut savoir dans un premier temps, c'est le avant. Okay. Et peut-être que le avant a un lien avec le après, pas simplement, forcément. C'est vrai que souvent, quand je me présente, je commence par dire que voilà, j'étais téléprospecteur. Et que je suis rentré dans le marché du travail à l'âge de 25 ans, déterminé à être un télémarketeur. C'était pour moi le moyen le plus simple de gagner sa vie, compte tenu du fait que moi, je n'avais pas de diplôme. D'accord. Tu as été à l'école jusqu'à 18 ans. Jusqu'à 18 ans. Tu as eu ton bac ou pas? Non. Pas du tout. Tu étais bon à l'école? En histoire. En histoire. En bavardage. Alors, si tu veux, l'école, pour moi, c'était une vraie souffrance. C'était une corvée? Ouais, quand je regardais l'horloge... Je peux savoir pourquoi? Parce que, en fait, je m'ennuyais. Tu t'ennuyais? C'était difficile d'écouter, de rester en place, etc. Et un enfant agité, etc. J'étais pas forcément un enfant agité, mais j'étais agité. Alors, moi, c'est bizarre, parce que je suis agité, mais dans mon cerveau. Donc, ça se voit pas quand on me regarde. C'est excellent, ça. Ça se voit pas, mais tu sais, il y a trop de choses qui... Il y a trop d'idées qui c'est ça. Et non, à partir, disons, du lycée, donc j'ai eu 2 années de BEP comptabilité que j'ai fait par défaut parce que c'était le lycée le plus proche de chez moi. Et sinon, ce que j'ai fait après, c'était vraiment par défaut. J'ai fait de la logistique. C'est pas forcément le par truc. défaut. Je sais même pas ce que c'était logistique. On est arrivé. Par défaut parce que c'était le lycée le plus proche de chez toi ou Non, par défaut parce que c'était le seul qui m'a accepté. Mais en fait, j'étais pas forcément un enfant turbulent. Quand on te voit aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce que tu es en train de nous décrire. Hein. En fait, ouais, c'est moi, différent. Quand je te vois comme parce que ça, je suis dans un environnement qui est différent. Je vois tout de suite un ingénieur
ou je vois un docteur, je vois Les gens vraiment parlent quelqu'un qui... avec les je vois- lunettes, je vois- ils me je disent, Non, mais vois- c'est- non, mais Non. même ta façon de t'exprimer, ta façon de comment t'es structuré. Alors écoute, en fait, il y a vraiment un avant-après, comme tu dis. Quand j'étais à l'école, bah, tu sais, j'avais des notes qui étaient... Tu sais, quand tu rends les copies, le prof, il commence par le 20, le 18, le 17. Tu dis peut-être, Inch'Allah, elle a oublié ma copie. Et Ça, c'est je traumatisant, faisais, ça, laisse je faisais tomber. souvent partie des derniers, si Ça, tu c'est veux. traumatisant, ça. Et donc, je suis allé, donc bac-2, je suis sorti de l'école. À un moment donné, l'école où j'étais m'a dit, écoute, c'est simple, c'est toi ou Kader. Ouais, Donc, moi, ça me plaisait plus, je suis parti. J'ai travaillé aux Galeries Lafayette, qui m'ont recruté, et j'étais super content. Donc, il fallait que tu trouves un boulot. T'étais Ouais. encore chez tes parents Mais à ce j'étais moment-là? content, hein. Galerie Lafayette, pour moi, ouais, j'étais chez mes parents. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis sorti de l'école, et ça, c'est une anecdote intéressante. Je suis sorti de l'école, et je me suis dit, bah, c'est cool, je vais rester à la maison. Donc, je suis resté le jour 1, le jour 2, le jour 3, mon père est venu me réveiller. Il m'a dit, écoute, chez moi ici, tu sors à 8h du matin, tu rentres à 17h, tu fais ce que tu veux, mais tu restes pas ici. C'était l'hiver, donc il faisait super froid et tout, donc je me suis dit, bah, allons chercher du taf. Et au bout de 2-3 jours, j'ai trouvé. J'ai postulé aux Galeries Lafayette, ils m'ont rappelé dans la journée, et j'ai été recruté en tant que... C'était en quelle année, là? C'était en 99, il me semble. 99. Ouais. D'accord. 98, Donc, tu as 99. postulé aux Galeries Lafayette. En tant qu'agent En d'accueil, tant c'était qu'agent pendant d'accueil. les fêtes pour les fêtes de fin T'as trouvé d'année. la planque, quoi. Bah, pour moi, c'était bien parce que, tu sais, en fait, là, j'avais un mindset de je trouve un taf, si ça me plaît, je reste là-bas jusqu'à la retraite. Ah oui, c'est Tu vois le genre de concept? comme nos parents. Rien à voir avec aujourd'hui l'état d'esprit que j'ai. Tu vois, donc c'est pour ça que parfois j'ai des gens qui me disent ouais, on n'est pas fait pour être entrepreneur, machin. Tout le monde n'est pas fait. Moi, j'étais pas fait pour être entrepreneur. Dans mon entretien de progrès, après 2 mois passés aux Galeries Lafayette, Intéressant ce que tu dis. ma responsable m'a dit alors c'est 2 mois. J'ai dit ah, moi c'est bon, je peux rester là jusqu'à la retraite. Elle a commencé à rigoler, elle m'a dit t'as 18 ans, tu parles déjà de retraite. Bah, c'est normal tout ça. Et je comprenais pas le concept parce que mon père il a fait 40 ans, enfin il a travaillé 40 ans à l'usine, il avait un taf, il était réglé Comme une horloge. Voilà, comme une horloge, il aimait ce qu'il faisait. Donc Ouais, pour toi, c'était mon c'est le exemple. chemin classique, quoi. Voilà, C'est trouver la du planque. basique. Ou je me casse pas le dos. petite planque, tu te casses pas le T'as dos. vu, j'ai pas de diplôme. Si je me casse pas le dos, c'est un bon deal. C'était un D'accord, peu ok. ça l'état d'esprit. Ok, très bien. Et du coup, voilà, aux Galeries Lafayette, t'as travaillé combien d'années là-bas? J'ai fait à peu près 6 mois, Ah, 1 t'as fait an. 6 mois. Ok, 6 mois, 1 Ouais. an. Pourquoi t'as arrêté du coup? C'était un CDI que t'as pris chez eux? Non, au début, c'était un CDD et ensuite ils m'ont renouvelé un CDD de D'accord. 6 mois. Ils ont pas poursuivi ou c'est toi qui as Non, arrêté? j'ai arrêté parce qu'ils m'ont mis aux listes des mariages. Je sais pas si ça vous parle. Non. En gros, on était dans un sous-sol. Les gens ils nous appelaient. Tu sais, tu veux te marier, tu fais une liste de cadeaux que tu aimerais recevoir. D'accord. D'accord, jusqu'ici tout va bien. Et donc les gens t'appellent, des invités, c'est des amis, et ils te disent voilà, moi je veux la casserole, je veux tel machin. Et tu dois aller le chercher. Mais ils disaient non, et tu valides en fait qu'ils ont acheté ça et tu prends le paiement. Le problème c'est qu'ils disaient pas casserole, ils disaient des termes que je connaissais pas. Ils disaient mais c'est quoi le gouline? Alors le gouline, c'est machin. Excellent. C'était pas un truc qui m'a plu, donc je suis parti et j'ai fait une erreur extrêmement grave, c'est que aux Galeries Lafayette, à ceux qui travaillent pour les Galeries Lafayette, et t'as les démonstrateurs. C'est ceux qui travaillent pour les marques. Et donc, ils sont beaucoup mieux payés. Et donc, j'ai fait l'erreur d'aller travailler pour une marque. Ça a duré 1 mois. Et quand tu démissionnes des Galeries Lafayette, tu ne peux plus revenir. Incroyable. À partir de En là... fait, toi, t'es sorti de Galeries Lafayette pour aller... Parce que t'as trouvé un meilleur on m'a contrat, promis avec que une meilleure voilà, paye, j'allais avoir etc. un CDI, etc. Mais D'accord. au bout d'1 mois, c'était terminé. Et, Du coup, là, tu te retrouves sans rien. Je me retrouve sans rien. Je me retrouve sans rien, plus de revenus, rien du tout. Et j'entends parler de ce que l'on appelle les saisons. Voilà, donc travailler l'hiver à la montagne et l'été sur la Côte d'Azur. Assaisonné. T'es nourri, logé, blanchi. Magnifique. Je me dis, mais c'est génial et tout, en fait. Bah vas-y, on va aller à Courchevel. Bon, je négocie avec mes parents. Pourquoi du coup, Courchevel? bah, Toi, je me t'es en suis dit, Ile-de-France le de top base, du hein, top. c'est Tu vois ça? ce que je veux dire? T'as dit, vas-y. En fait, ouais, mais c'est vrai. Là, t'as vraiment visé choisi le l'excellence top du top, directement. là. Tu t'es pas- mais en fait, tu sais, j'étais avec un ami qui, lui, le faisait chaque année et il était à Méribel. Et cette année-là, en réalité, c'est lui qui connaissait Courchevel. Il m'a dit, je vais le faire à Courchevel cette fois-ci. Et si tu veux venir, viens. Je dis, ouais, moi, j'ai pas de compétences et tout. Il me dit, ah, ben, tu prends un truc où tu peux, où t'as pas besoin de compétences. Et moi, j'ai pas du tout écouté. J'ai choisi un poste de crépier. Donc, je suis parti. Je suis allé à Courchevel. C'était pendant l'été. J'ai parlé avec le boss. Il m'a recruté sur la base de rien. Il avait besoin de monde, en fait. En fait, il pensait que j'étais un saisonnier habituel. D'accord, Quoi. ok. Il me dit, le gars, il vient pour être crépier. Forcément, il a déjà fait des crêpes. Pas du tout. Mais pourquoi t'as choisi crépier, toi aussi? Moi, je me suis dit, c'est pas grave, crêpes, ça doit être Ça doit être facile, Je vas-y. voyais ma mère, tu vois, qui faisait des crêpes. Je me suis dit, ça doit être Non, c'est pas facile. pareil. Je me suis dit, alors j'avais 2 postes où j'avais été retenu. Un, c'était donc un poste de crépier. L'autre, c'était limonadier. Je savais même pas c'est quoi limonadier. Et quand mon pote m'a dit, non, c'est quand tu tiens les trucs comme ça et tout. Je dis, non, laisse tomber. Allez. Trop technique. Et puis voilà, donc je suis allé à Courchevel après une grosse négociation avec mes parents. Quand je dis grosse négociation, c'était des mois de négociation. Et un jour, ils ont dit oui.
voulez que je vous raconte la suite, hein? Tout le monde est là. Là, on veut la suite. Non, là, c'est la vraie. C'est quelque chose que je raconte pas forcément souvent parce que je sais pas si c'est très utile, mais en gros, je vais à Courchevel et au bout de 4 jours, ils s'aperçoivent que je sais pas faire des crêpes. Courchevel, quand même, c'est quelque chose de très connu. Hein. Moi, je voyais Dugarry comme ça aller faire ses courses, je voyais des stars. Donc, et le boss rentre comme ça dans le truc et il dit, tu prends tout de suite tes valises et tu dégages. Oh, il a pas cherché Je à veux comprendre. plus te voir ici. Et tu sais, il a mis une telle énergie qu'il n'y avait pas possibilité de négocier, tu vois. Incroyable. Et donc, je sors avec mes valises à 2000 mètres d'altitude. Il fait super froid. J'ai nulle part où aller. J'ai un blouson Redskins, un survêt Lacoste orange. C'est le gars qui n'est pas du tout adapté. T'aimais l'aventure, toi, en fait, depuis tout jeune ou En c'est fait, quelque non, chose tu sais- qui te décrit ou pas, l'aventure, Non, le fait d'aller à... Pas l'aventure, mais Non. mes potes. Parce que c'est pas tout le monde qui dit, vas-y, je vais aller à Courchevel, je vais aller bosser là-bas. Si tu Non. veux, j'étais inconscient. Inconscient, c'était plus... insouciant, T'avais quel âge à ce insouciant. moment-là? Insouciant, ouais. Et j'avais 20 ans. Enfin, non, 20 j'avais ans. pas 20 ans, pardon. J'avais 18, 19 ans, tu vois. C'est pour ça que c'est important d'entreprendre quand on est jeune. Parce qu'on a cette insouciance qu'on a plus aujourd'hui. Absolument. À l'époque, j'avais une insouciance que j'ai plus aujourd'hui, que j'ai perdue avec le temps. Tu calcules Avec trop les maintenant, enfants. tu sais. Ah, je calcule trop. Et alors Je que non. calcule énormément. Parce qu'en réalité, il faut une part d'inconnu si tu veux atteindre des objectifs que tu n'as jamais atteints. Exactement. Et Donc, voilà, tu avais en cette fait. part d'insouciance. Non, en fait, j'étais carpe diem. Les gens m'appelaient carpe diem. Genre, viens, on va à Nice. Moi, j'étais petit, des fois, j'avais 15 ans. On va à Nice. Ouais, vas-y, viens, on va à Nice. On Je prenait le train vois d'aller à ce Nice. truc. Tu vois le truc Ils sont de- OK pour tout. Après, tu sais, quand Ils t'es sont à Nice, tu partants dis... pour tous les projets. T'es à Nice, tu dis, purée, je vais me faire tuer quand je vais rentrer et tout ça. Mais voilà, c'est complètement insouciant. Je pourrais pas t'expliquer cet état d'esprit. Ouais, mais je comprends. Euh, Je comprends. Donc, OK, donc voilà, j'étais comme ça. tu fais 4 jours en tant que crépier, mais tu te fais virer. Je me fais virer. OK. Et du coup, là, tu fais quoi? Tu retournes chez toi? Bah, je pourrais retourner chez moi. La vérité, tu te fais virer, t'as 2000 Tu mètres te fais d'altitude. virer, c'est bon. Qu'est-ce que tu fais? Tu rentres chez toi, tranquille. En plus, j'étais pas très malin parce que je me suis dit, je vais y aller avec un tout petit budget que j'avais déjà dépensé. Et au bout du 15e jour, je vais demander une avance. Et j'étais déjà dans l'optique de... Mais il n'y avait pas d'avance. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dormi, si tu veux, dans un Moi, local t'as à été ski. payé les 4 jours. Là. J'ai été payé les 4 jours, tout à fait. En espèces en plus, hein, ils m'ont payé. Et j'ai été dormir dans un local à ski. C'était une expérience horrible. J'aurais pu rentrer chez moi encore une fois. Hein. C'est là où j'ai compris, tu sais, quand j'ai travaillé après sur des formations de neurosciences, de psychologie, le cerveau, en fait, parfois, il ne faut pas forcément lui faire confiance parce que lui, il voit un danger là où il n'y a pas forcément de danger. Tu rentres chez toi, c'est-à-dire là, c'est une expérience qui n'est pas forcément... c'est pas un échec, je veux dire, c'est une expérience. T'avais peut-être peur de te décevoir. Moi, je le voyais comme un danger. Si jamais je rentre avec cet échec, ils vont me dire, tu vois, on te l'avait dit. Et ça, c'est un danger pour la suite de ma vie. Alors que non, il n'y a pas de danger, concrètement parlant. C'est pour ça que les enfants, tu sais, quand ils échouent dans ce qu'ils font, Très important. faut pas les embrouiller. Moi, je sais que ma fille a fait un stage, ça s'est pas très bien passé. Je lui dis, cool, t'as ta première expérience. Alors qu'elle n'était pas Parce vraiment que pas tu bien. dis, c'est très important parce que moi-même, hein, quand je vais avoir un échec ou avant même d'avoir l'échec, quand j'entreprends ou autre, quand je suis sur un projet, je vais beaucoup moins maintenant parce que j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Ouais. Mais il y a beaucoup de trucs, ouais, mais que va penser un tel si je perds, Tout à etc., fait. etc. Et là, c'est vrai que c'est dangereux en soi. Parce que tu vas prendre des décisions qui sont très mauvaises. Et parfois, c'est des décisions parce que voilà, tu veux pas qu'on pense de toi, tu veux pas qu'on dise En fait, ça ouais, de toi, c'est- etc. C'est une catastrophe. En fait, il faut vraiment, je pense, hein, souvent on me demande, ok, si je veux entreprendre, qu'est-ce qu'il me faut, c'est quoi les étapes? C'est ça. Avant, je disais, faut trouver une idée de business. Aujourd'hui, non. Apprends déjà à te connaître toi, Apprends à te tes connaître, forces, tes exactement. faiblesses, comment tu fonctionnes, est-ce que tu as des schémas? Parce que ça, c'est une connaissance qui vaut de l'or. Tu vois, en fait, on dit que la connaissance, ça vaut de l'or, mais la connaissance de soi, c'est un trésor. Parce que si tu sais comment tu fonctionnes, même il nous faut toute une vie pour vraiment... Bien sûr. et puis on change, on évolue, mais il faut absolument connaître au minimum ses qualités, ses forces, ses faiblesses, là où on est moins bon, et ses schémas, les principaux. Ça te parle? Tu Ça me m'analyses parle, depuis ça tout me à l'heure. parle. Ouais, J'analyse. C'est pour les prochaines questions. Du coup, on en était où? Donc, je Ok, suis dans le donc, local pour à retourner, ski. Effectivement, tant que tu es au local à En ski, gros, je suis donc, resté 2 jours dans le local à ski. Au bout de 2 jours, je vois une bande qui correspondait plus à la typologie de gens qui étaient habillés comme moi, sur Vêtements Lacoste, etc. Donc, je reste un peu avec eux. Et le recrutement se fait très vite. Hein. Ils étaient, en fait, si tu veux, dans une forme de jardinage un peu non homologué. Et... C'est-à-dire non, en fait, c'était des jeunes de quartier qui venaient avec... on a compris. voilà, on a compris. Tout le monde a compris. Faut bien préciser là. Non, je rigole. C'est bon, Non, on a compris. Non, voilà, en fait, en gros, je me suis dit, c'est une bouée de sauvetage. Tu vois? Donc, pareil, on est en pilote T'étais automatique. pas comme ça, toi, avant? Pas du tout. J'étais très impressionné, si tu veux, par les grands de mon quartier. Pas les grands Parce que c'était des exemples pour moi. Ils roulaient en voiture, belle voiture, etc.
ils avaient beaucoup d'argent, toujours bien habillés. Donc, c'est un peu des exemples indirects que j'ai eus dans ma vie. Donc, j'étais pas dans ça, mais j'étais quand même, si tu veux, c'était comme si c'était quelque chose que je connaissais, quoi, en fait. Et je suis resté avec eux pendant à peu près 1 an et demi, 2 ans. 1 an et demi, 2 ans. 1 an et demi. D'accord. Et puis Tu après, faisais des allers-retours jamais. en Je suis Île-de-France, pas retourné non? une seule fois à Cergy pendant cette période-là. D'accord. Et pour tes parents, tu faisais quoi? Je les appelle de temps en temps, mais c'est très rare. Ok. Non, j'étais complètement perdu. Parce qu'en fait, il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que moi, ma personnalité, si on prend par exemple la grille d'évaluation de l'énéagramme, c'est le 9, tu vois. Le 9, il est adaptable. Il s'adapte à toute... c'est un genre de caméléon. Quand tu sais ça, choisis le bon groupe. Tu vois. C'est d'où l'importance de l'environnement, quoi. Voilà, parce que j'en venais même à penser que ce qu'on faisait, c'était bien. Genre, on était des Robins des Bois. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas tout de suite. Tu t'as inventé une histoire. Voilà, tu te racontes une histoire. Et tout le monde se raconte une histoire. Mais moi, c'était pas la mauvaise histoire. Et du coup, je suis resté comme ça, dans cet état d'esprit, sans vraiment avoir d'objectif. Je vivais au jour le jour. J'ai beaucoup rigolé, je vais pas mentir. C'est ta première expérience entrepreneuriale, là. Tu sais quoi? C'était ma première expérience. entrepreneuriale. Et en plus, elle était réussie, c'est ça qui m'a conduit à ma perte. Expérience entrepreneuriale de la rue. Non, mais c'est une bonne expérience. Enfin, expérience bonne que et tu- mauvaise. En fait, bon, c'est bizarre à dire que c'est une bonne expérience, mais ce que tu as vécu, on va dire, peut-être durant cette année et demie, t'as peut-être servi pour après. Ce que tu viens de dire, c'est extrêmement important. Parfois, on a des jeunes de quartier qui sont dans ces rôles-là depuis des années. Et ils savent pas que c'est une entreprise. Ouais. Ils savent ce qu'ils font, c'est pas bien. Mais, Exactement. ils ont des ressources humaines, ils ont... Ouais, c'est un business, il y a du marketing. tu fais la même chose dans un business halal. Ouais, mais t'as vu, tu sais... C'est pas le même chiffre. Non, ils n'arrivent pas à se faire à l'idée que c'est nous. On arriverait à faire Ou ça. la facilité, peut-être. C'est pas forcément... C'est pas de l'argent plus facile. Hein. Moi, je pars du principe où c'est pas de l'argent facile. Parce qu'au final, tu risques voilà, de te faire embarquer, tu risques aussi de te faire tuer, Bien tu sûr. risques tous les problèmes que tu Mais peux en fait, avoir quand derrière. je dis facile, c'est dans le sens où, comme il disait tout à l'heure, l'importance de l'environnement, quand tu as baigné dans ça, tu te dis, je le vois, donc ça a l'air facile. Alors que peut-être qu'à cette époque-là, tu voyais des entrepreneurs ou autre, tu te disais... En fait, pour eux, moi, je voyais pas d'entrepreneur à l'époque. ouais, donc pour c'était moi, ton- tu sais, et c'est comme ces jeunes aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est pour les autres. Ce qu'on fait là, c'est du business, c'est autre chose, tu vois. En fait, ils n'arrivent pas à se dire que les process que j'utilise dans mon activité... C'est les mêmes que... C'est exactement C'est les excellent. mêmes que je pourrais utiliser dans une entreprise Incroyable. et la scaler dans le halal, quoi, en fait. C'est impressionnant. Ok, donc t'as fait 1 an et demi, 2 ans. 1 an et demi là-bas. Donc, Le ça, c'est jardinage. t'es sorti. Comment Du coup, t'es sorti du... du système, non, en fait, de on ce nous a, système-là. on nous a plus sortis, tu vois, parce qu'en fait, on était de plus en plus nombreux et ça marchait de mieux en mieux. Et donc, ce qui fait que, bien évidemment, ça dure pas longtemps hein, quand tu commences à être visible. Du coup, on Et, t'a sorti du système. Voilà, on nous a sortis du système. D'accord. Et je suis resté en stand-by, on va dire, pendant à peu près 19 mois. Ok, donc t'es resté en stand-by 19 mois. Tout à fait. Ouais. C'est choquant, je sais, pour beaucoup de gens, et c'est vrai même dans certains cas, dans la majorité des cas, quand tu es en stand-by pendant une aussi longue partie de ta vie, tu restes en stand-by toute ta vie. Mais même dans la vie de tous les jours, même dehors. Parce que tu n'as pas forcément si tu veux, on parle beaucoup de réinsertion. Mais qu'est-ce qui est fait quand tu es en stand-by? Ouais. Stand-by, c'est le nom de code, tu vois. Excellent. Qu'est-ce qu'on fait pour toi là? Rien, en fait. À aucun moment, on te prépare à la vie de dehors. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on a très peu de gens qui retrouvent une vie normale. Ça n'avait pas du tout ce profil. Hein. Moi, quand je te vois comme ça, franchement... Non, mais la première fois qu'il nous l'a raconté, tu te rappelles? On s'est tous regardés en mode... Ouais, on s'est tous regardé, mais c'est vrai que tu n'avais pas le profil. Du coup, ça devait être compliqué, ce stand-by, là, Bien sûr. cette période. Très difficile. Ça devait être En fait, très, très difficile. ce qui était difficile, c'est le choc, le premier choc. Parce que quand ça commence, quand c'est le premier jour, c'est comme si le voile qui te faisait voir une autre réalité s'enlève. Là, tu vois vraiment ta réalité et tu repenses à ce que tu as fait, ton parcours, et tu prends une vraie claque. Une remise en question, dépression Non, tu vois, on parle souvent de repentir sincère. Instantanément, je ressens à ce moment-là que plus jamais je ferai ça. Que cette personne, c'est une autre personne. Là, je vous parle d'une autre personne qui n'a strictement rien à voir avec la personne qui est là aujourd'hui. Tu sais, dans Les Évadés, à un moment donné, à la fin du film, tu l'as vu, ce passage-là. Ce passage-là, c'est un passage qui m'a marqué parce que je pense exactement la même chose. C'est instantanément, le jour J, je me dis, purée, qu'est-ce que j'ai fait? J'ouvre les yeux, enfin, je me réveille. Tu te rendais pas compte? Je me rendais pas compte. Vraiment. Consciemment, tu te rends compte, mais En fait, ouais, inconsciemment, comme tu as dit, tu t'as raconté une histoire. Donc, je me suis raconté plein d'histoires, t'écoutes du rap du après coup, toute la journée, c'est bon. hardcore, qui Je te comprends. dit ouais c'est bien ce que tu fais. je comprends. Donc, Mais est-ce que tu finalement- penses que tout le monde toutes les personnes qui sont en stand-by Ouais. ont cette remise en question? Non, bien sûr que non. Beaucoup ne le sont pas parce que
On le voit bien, donc les récidives, il y en a beaucoup. Non, mais justement, c'est ce que tu disais, c'est que le premier jour, je pense que Non, mais tout je le pense monde a qu'il il a eu le ce... bon état d'esprit. Donc là, Non, il y a eu ce repentir. Ouais. Il a C'est fallu lié à la aussi peut-être. religion, je C'est lié à la il a- vérité. Ça vient pas de moi, ça vient. Oui, c'est exactement ce T'as que peut-être je... aussi. Il a fallu que tu t'affilies à des groupes. Quand j'étais là-bas. Ouais. Bon, quand j'étais là-bas, c'est chaud parce que le premier jour, j'arrive. La première chose qu'on me dit, c'est tu viens d'où? Paris. On n'aime pas les parigots. Donc déjà, Ouais. ça On commence. t'annonce la couleur. Bienvenue. On annonce la couleur. Voilà. Moi, je suis là-bas, je ne sais pas si je vais recevoir des mandats. Je ne sais pas si... bon, ma famille n'est pas au courant, donc j'écris quand même pour les prévenir. Ah, ils sont pas au courant. Ils ne sont pas au courant parce que moi, je pars avec des amis un dimanche pour aller chercher un journal pour chercher du travail. Et je paye, j'ai pas de ticket, donc je me fais contrôler, contrôle d'identité. Et en fait, comme il y avait un genre de mandat d'arrêt, donc c'est tout un truc en fait tout un processus qui commence et je rentre pas chez moi, donc mes parents ne savent pas. Choqué. On peut filer clap de fin. Ah, tu Non, nous mais- as choqués non, là, mais- les amis. Non, non, À chaque franchement, fois, ouais, non, c'est c'est un- super non, mais c'est super intéressant. Mais tu choqué, vois, mais ça reste quand même tu- une histoire parmi tant d'autres. Bien sûr. Tu sais ce qui est intéressant dans cette histoire? C'est que, ok, moi, j'ai fait des bêtises et à un moment donné, je veux arrêter. Mais non, c'est pas aussi facile que ça. À un moment donné, payer. faut que Le tu payes, système mon te ami. laisse... Peut-être que le système Faut ne te payer. laisse pas. Ouais. Faut payer. Faut que tu payes. Donc, tu vois ce que tu t'apprêtais à faire? J'étais allé chercher un journal qui s'appelle À nous Paris. Sur Paris, il y avait plein d'offres de télémarketing. Mon pote m'avait parlé de télémarketing, comme quoi bah, c'était facile. Bah, tu décroches le téléphone, tu parles. Je dis quoi? Tu gagnes de l'argent en faisant ça? Et il m'avait tellement bien expliqué son travail que je me sentais largement capable de le faire. Et j'étais allé chercher ce fameux journal où il y avait plein de boîtes de télémarketing qui recrutaient. Et c'est en faisant ça Que tu... que, bah, en fait, non, la fin d'histoire. Donc déjà, tu voulais déjà mettre fin, entre guillemets. Ouais, je voulais mettre fin. Ok. Mais tu vois, il y avait une volonté, mais tu sais, c'est comme la volonté des gens qui disent je veux me lancer. Et puis Donc après, en soi, ils c'est reviennent. peut-être un réel, en Ouais, fait. c'est ça, c'est ça. C'est peut-être En un tout cas, ça réel t'a dans le mis un sens coup où de ça massue. t'a... Ça t'a mis un coup de massue, Ouais, t'as payé. je sais pas si j'ai payé totalement parce que tu vois. T'as rencontré du monde durant j'ai- cette période. Ouais, Des- j'ai des- rencontré. Des bonnes rencontres, donc pas forcément. Franchement, Non. j'étais protégé. T'étais parce que Tout protégé. le monde m'aimait bien. C'est vrai, d'accord. Tout C'est le la monde m'aimait Suisse, bien. là, Saïd. Non, la vérité, tout le monde m'aimait bien. Après, ce qui était difficile à vivre, c'est. Moi, je ressens beaucoup les émotions. Donc, tu vois, quand tu es dans 9 mètres carrés et que tu es là comme ça, tu te dis, ça peut péter. Parce que moi, je sais que ça va péter avant qu'eux, ils savent que ça va péter dans les 9 Ouais, mètres ouais. carrés. Ça, c'était un peu difficile à vivre. Et surtout, il y a eu la période des 1 an. Quand tu passes au bout d'1 an, tu sais, tu te sens un peu. Je me suis senti un peu claustro. Tu sais, je sais pas, tu es là. T'avais besoin d'air. T'as plus de lien, si tu veux, même dans tes rêves. Tu rêves de lui, tu rêves de. Incroyable. Je veux dire, c'est étouffant. Et le plus difficile, ça a été quand j'ai reçu ma première visite. Mon père, il est venu me voir. En plus, je ne m'attendais pas, c'est mon père. Et je m'y attendais vraiment pas du tout. Et là, j'avoue, c'était horrible. Parce qu'ils savaient pas ou parce que... Il savait, mais c'était Oui. à 600 km de là-bas, tu vois, de chez moi. Donc À douche froide, là. il est venu et puis lui m'explique ce qu'ils vivent là-bas, plein de problématiques qui sont nées aussi de mon fait, parce que il y a eu plein de choses qui sont brisées après mon départ, et moi je suis là, je peux rien faire. Je vais pas, moi vous me connaissez, hein, Bien sûr. je suis dans la solution. Tu m'apportes un problème, il faut que je te trouve une solution. Bah là, je peux pas en fait apporter de solution. Donc là, c'est une période un peu difficile. Et Quand puis, t'as voilà. pas la main dessus, c'est compliqué en fait. Très difficile. C'est très très compliqué. Mais c'était très formateur aussi. Sincèrement, je pense que ça a été ma plus grande. Tu sais, j'ai dû investir 100 000 euros de formation, web marketing, etc. Ma meilleure formation, ça a été ça. Incroyable. Tu la Résilience. conseilles ou pas? Je la conseille pas du tout Non, parce c'est que une blague. c'est- non, je la conseille pas parce que tu vois, je veux dire, ça c'est des choses, c'est Allah qui décide de te former ou pas Bien sûr. sur le sujet. Tu sais, quand on a des épreuves dans la vie de tous les jours, c'est la même chose. C'est la même On chose. a Il y a des gens exactement. qui choisissent de se lever, il y a des gens qui décident de. C'est toujours difficile de se lever dans une épreuve, mais tu te dis il y a une sagesse. Si tu te répètes ça au quotidien, eh bien tu trouveras la sagesse qui Bien sûr. a été offerte à travers cette épreuve. Ok, donc t'as fait 18 mois, c'est ça 18, 19 mois en tout 19 cas. mois. 19 mois. T'es sorti. Comment se passe l'insertion? Je sors, je vais au SPIP. Le SPIP, donc c'est la personne qui te. Moi, j'ai une promesse d'embauche, mais bon, je n'allais pas travailler là-bas. Hein, donc j'arrive là-bas, on me dit ah ouais, bah, c'est simple, t'as 1 semaine pour trouver du travail, hein, sinon c'est mort. Et j'arrive à trouver du travail chez l'un des plus gros acteurs du télémarketing. C'était un peu le service militaire du télémarketing, ça s'appelle Téléperformance. On peut dire les noms. Hein. Oui, oui, bien sûr. Je suis arrivé là-bas, c'est comme si je travaillais chez Louis Vuitton. J'étais super content. Oui, bonjour, machin. Et tu sais, j'étais complètement différent de l'ambiance qu'il y avait déjà. Mais ils ne savaient pas d'où je venais. Donc, du coup, j'ai fait 18 mois là-bas. Au bout de 18 mois, j'ai un pote qui va chez donc, des 3 principaux acteurs de la téléphonie. C'est pour faire le même travail, mais 2 fois mieux payé. Donc, je lui dis, ouais, mais t'as vu, j'ai pas de diplôme et tout, machin. Il me dit, vas-y, viens avec ton CV, t'essaies J'y vais, ça passe. Et là, franchement, là, c'était extraordinaire. Incroyable.
Là, c'était vraiment extraordinaire parce que je réussis à atteindre des objectifs de fou. Je gagne des télévisions, je gagne des iPhones. Je suis l'un des premiers meilleurs vendeurs de France, tu vois. Tu sais, quand on fait des challenges nationaux, bah, tu sais, je suis premier ou deuxième. Qu'est-ce qui a fait que t'es premier, selon toi? J'avais faim. Qu'est-ce qui a fait? T'avais la dalle. Ouais. J'avais Il y avait faim. que ça. C'est ton pourquoi, en fait. J'étais content d'être là. Pour moi, c'était un cadeau. Je veux dire, moi, la grande majorité des gens que j'ai connus, ils s'en sont pas T'as sortis. choisi le télémarketing, c'était voulu ou t'es tombé par défaut Bah, parce que mon pote, il faisait ça. ton- Il m'en parlait, tu sais, il avait toujours une anecdote et tout. Et c'est surtout le fait j'ai fait de la manutention avant, dans des trucs d'intérim, parce que c'est le seul truc où il pouvait m'accepter avec un BEP comptabilité et un première année de bac pro. Et donc le télémarketing, je me suis dit, mais c'est pas physique. Tu vendais quoi exactement? Bah, Alors j'étais mission Bouygues, j'ai fait beaucoup mission Bouygues chez D'accord. Téléperformance. Après j'étais chez un autre acteur de la téléphonie. Et là j'étais dans le service fidélisation. Tu sais, quand quelqu'un veut résilier, tu dis mais t'inquiète avec tes ouais, points, machin. je les connais. C'est toi. C'est moi. Je m'en souviens maintenant. Tu sais, franchement, ça a été une bonne formation aussi, parce que moi, à la base, je suis quelqu'un d'assez réservé, timide. Et là, en fait, bah, progressivement, j'ai appris à combattre ça. En Incroyable. fait, on en revient toujours au fait de quand on atteint certaines réussites. Ouais. Forcément, c'est un cercle vertueux, ça augmente notre confiance en nous. Après, on se lance dans de nouveaux projets. Chaque étape de ta vie prépare la prochaine. Exactement. Et écoutez bien le truc de fou, c'est que après mon contrat se termine, parce que je suis en intérim pendant presque 3 ans, normalement c'est interdit. Tu vois, donc il y a plein de renouvellements, trucs comme ça. Bon, je suis mieux payé que les autres. Change donc de ça me- poste. Ouais, on voilà, connaît, changement ouais. de poste et tout. Donc ce qui se passe, c'est que ils arrêtent mon contrat parce qu'il y a un changement de direction, plus d'intérimaire ou un truc dans le genre. Et là, 2 mois plus tard, on me propose un taf chez l'un des émetteurs de titres, donc Chèque Déjeuner. Et c'est pour aller rencontrer, si tu veux, des gros comptes. Donc quand je dis des gros comptes, c'est par exemple, tu peux rencontrer Total, tu peux rencontrer... Donc c'est vraiment des Ouais, gros c'est un- contrats. Hum. Je vendais des téléphones, là je me mets à vendre des contrats à 100 000, 200 000, je dois protéger mon portefeuille Wow. de 10 millions. Je peux te dire qu'il y avait donc une première partie enfin, la première année j'étais nul, mais archi nul. C'est fou. À tel point que par exemple, tu vois, il y a un commercial qui rentre, j'oublierai jamais cette scène, au bout de 6 mois il rentre, il dit alors les gars, vous vous en sortez? Et on dit non, on va pas faire notre chiffre. Il dit non, mais vous inquiétez pas, la première année, personne ne fait son chiffre. Il dit vous en êtes à combien? Et je lui dis ouais, je suis à 25 000 euros. Il me dit ah non, là c'est chaud. Mais j'avais un responsable qui était vraiment... Il avait jamais fait de dev perso, mais toutes ses punchlines... Était lié. Ouais, c'est lié à ça. Il me dit, tu verras un jour, c'est hypnotique, tu verras un jour, tu vas sortir du rendez-vous, tu vas dire, waouh, je connais mon métier maintenant. Et en fait, à chaque fois que je faisais un rendez-vous, ben, j'attendais est-ce que là? Non, c'est pas là. Non, c'est pas là. Et écoutez bien le truc de fou. Et je viens de capter, en fait, là, au moment où je parle avec vous. Vas-y. Nous, Le on veut ça, premier, nous, on veut des contrat trucs que le croustillants, premier nous. contrat que je signe, c'était un contrat à 100 000 euros. Premier contrat que je signe et je sors de là-bas et je me dis, waouh, je connais mon métier. Et c'est là où après je déchire tout, alhamdoulilah. C'est chez Printemps. T'as vu ta Galerie Lafayette? Ouais, ce que Ouais. j'allais dire, Le ouais, concurrent, c'est c'est lié en Printemps. fait. Et le gars, pas du tout empathique. Ouais, vas-y, asseyez-vous là. Non. Et contrat à 100 000 j'arrive. Donc je signe, je rentre au taf. Je fais un petit pas de danse, c'est un peu la célébration. Saïd dansait Et quoi. à partir de là, je sais pas, il y a une confiance, je commence à avoir super confiance. Et puis après, il y a beaucoup de facilité aussi, tu vois. Je veux dire, dans le relationnel, moi, je m'intéresse vraiment aux gens. Quand je vais rencontrer quelqu'un, tellement que j'ai peur de vendre mon produit, bah, ce que je fais, c'est que je parle de tout et de rien. Et il reste 10 minutes à la fin, voilà. Au passage, si tu veux acheter. Oui, tu vois. On n'a pas parlé du produit. Je vous envoie une présentation. Je vous envoie une. Et j'ai signé, franchement, des beaux comptes pendant les 2 années d'après. J'étais l'un des meilleurs commerciaux dans le groupe. Mais qu'est-ce qui a fait que t'as été un bon commercial? Sincèrement, je pense que... C'est ça. En vérité, j'étais pas un bon commercial. J'étais un bon gars qui s'intéressait vraiment aux gens. T'avais confiance au produit aussi, peut-être? Pas C'était forcément. extrêmement On en difficile. parlait Oui, justement avec Nadia dans son podcast. Elle aussi, pareil, elle a travaillé dans des boîtes ouais, et top vendeuse à chaque fois. tu d'accord. vois. Et pour elle, elle a confiance au produit Ouais. et aussi, c'est le bon gars. Quoi. Tu vois, elle aime bien la communication, l'échange, etc. La confiance qui s'installe, justement. C'est ça. Et Moi, c'était pas le produit, pas forcément le pas produit. forcément le produit. C'est vraiment. l'entreprise. L'entreprise, Ok. c'est, je le dis clairement, ça m'a beaucoup inspiré pour tout ce que j'ai fait après. Entreprise de l'économie sociale, le salarié est au centre de la réflexion, Bien sûr. beaucoup d'avantages sociaux, beaucoup de facilité. Ouais. Et ça m'a... aujourd'hui, je vous dis ça, je me sens encore membre de cette entité. Et du coup, c'est ça que je vendais. C'est pour ça qu'il y a beaucoup T'as fait combien de- d'années, du coup J'ai fait 3 ans.
T'as fait 3 années. 3 ans. Une année en mode côté obscur où je faisais rien. C'était très difficile. J'étais très nul. Et les 2 années d'après, franchement, je pense que j'étais très bon. T'as décidé d'arrêter après? Ouais. Après, j'ai décidé d'arrêter alors que j'aimais bien ce que je faisais, mais il y avait l'aspect, si tu veux, spirituel qui, voilà, il s'invitait de plus en plus dans ma vie. Rattraper mes prières le soir, ça devenait plus compliqué. Et surtout, bah, tu sais, quand t'es à la mosquée, t'as un état d'esprit, machin, tu parles de hadith, de trucs, tu vas au taf, t'es plus cette personne. T'es T'as le deux saïd casquettes. taf. Et à un moment donné, ça devient épuisant. Et ce qui m'a vraiment, le premier déclic, ça a été d'aller en Umrah et de rencontrer des entrepreneurs. Quand t'as été à la Amara, t'étais salarié à ce moment-là? Ouais, j'étais salarié. T'étais encore salarié. Un pote m'appelle un jour, me dit ouais, je vais en Umrah, toutes mes excuses, par exemple, alors qu'on se connaissait pas trop, tu vois. Et là, je me dis, lui, il va en Umrah, pourquoi pas moi? Et du coup, bah, je vais en Umrah, c'était vraiment improvisé. Quand j'arrive, j'y vais tout seul. J'ai pris aucune photo, rien, pas de selfie. Quand j'ai dit au revoir à la Kaaba, tu sais, j'en ai presque pleuré, tu vois, c'était un voyage incroyable. Et ce qui s'est passé, c'est que là-bas, j'ai rencontré des entrepreneurs de toutes sortes, et j'ai dit, c'est ça, entrepreneur? En fait, moi aussi, je peux être entrepreneur, en vérité. Donc, tu rentres chez toi, tu dis à ta femme, ouais, je veux me lancer dans l'entrepreneuriat. Tu regardes à 4 dimensions, elle dit, ok, d'accord, c'est quoi ce nouveau truc? Et non, en vérité, elle a bien accueilli. Elle m'a dit, ok, si tu veux être entrepreneur, bah, sois entrepreneur. Dans quoi? Mais tu as vu, quand tu es motivé par une idée, le quotidien, il reprend le dessus. Ouais. Tu commences à te poser des questions. Ah, j'ai 2 enfants, comment je vais faire, machin. Et donc, j'ai laissé tomber ça de côté. Et en parallèle, et c'est ça qui est intéressant, je voyais la communauté musulmane se développer sur les réseaux sociaux. Il y avait à l'époque Alkenz, Agib.fr, etc. Et je kiffais, je regardais tous les tweets et tout. Et un jour, je relis une énième fois l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était le Nectar Cacheté. C'était une nouvelle édition du Nectar Cacheté. Et moi, j'avais déjà lu plusieurs fois d'autres bouquins. Je retombe sur l'histoire de Abdurrahman ibn Auf, l'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le commercial. Donc il va à Médine parce que voilà, ils sont un peu, ils sont tous ils se font, comment on appelle ça? C'est compliqué pour eux. Ils ont fait la hijra du coup. Voilà, parce que c'est compliqué de vivre sa vie de musulman à la Mecque. Donc ils s'en vont. Et lui, quand il arrive là-bas, voilà, ils sont persécutés. Quand il arrive là-bas, donc il a donc les Ansar qui sont des musulmans mais qui habitent à Médine, qui veulent lui partager avec lui, si tu veux, une partie de leurs biens. Et lui dit non, montre-moi simplement où se trouve le marché. Incroyable. Cette phrase, c'est une phrase de fou. Et il devient par la suite l'un des plus grands, l'un des plus riches de Médine. L'un des plus riches de Médine. L'un des 10 premiers au paradis. Tu vois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de son vivant, il a dit ces 10 personnes-là entreront au paradis. Il en fait partie. Il fait partie de la liste. Plus que ça, quand Omar il est sur le point de mourir et qu'il dit à son fils, tu sais quoi, tu vas superviser le vote qu'il va y avoir. Ils sont 6. Si ils sont 3 contre 3, prends l'équipe de Abdurrahman ibn Auf. Incroyable. Tu vois l'importance de ce gars-là? Parce qu'aujourd'hui, tu vois, nous, on a un problème avec l'argent. Ouais, on peut gagner de l'argent parce qu'après, ça sort... Non, lui, il était tout ça. Riche, croyant et... C'est une belle histoire, hein, l'histoire de Abdurrahman ibn Auf, quand même. Ça a été un déclic. Et c'est un modèle, en réalité. C'est vrai qu'aujourd'hui, au sein de la communauté, l'argent, souvent, est affilié à des choses mauvaises. C'est ça dans la francophonie. Parce que c'est vrai que, par exemple, quand on prend les pays anglo-saxons, la communauté musulmane n'a pas de mal avec l'argent. C'est vraiment dans la francophonie où on assimile l'argent à quelque chose de mauvais pour la religion, pour la foi, etc. L'argent, c'est ni plus ni moins c'est un moyen. une extension de qui tu es. Une extension de qui tu es. C'est un amplificateur. C'est un amplificateur. Ouais. Donc, tout simplement. Et c'est vrai que beaucoup pensent que l'argent rend mauvais, alors que non, en fait, au final, si tu es mauvais, pauvre, bah, tu le seras juste plus riche. Encore pire. Tout simplement. Bah, y a ça, et je pense qu'il y a un autre ingrédient que j'ai appris à lire avec le temps, c'est le fait que je reviens de loin aussi. Donc tu vois, quand tu as peur parce que tu n'as pas assez confiance en Dieu pour pouvoir faire ce que tu as envie de faire, dans mon cas, moi, je ne peux pas dire ça. Il t'a quand même sorti de... Voilà, c'était compliqué. Ok, donc voilà, pour revenir, donc tu as été impacté par l'histoire. J'ai été impacté, ça a été un déclic. Ça a été un déclic. Ouais. Tu l'as lu donc, à travers le Nectar Cacheté, c'est ça? Donc, c'est ça. Donc là, tu rentres de l'Umrah, tu dis à ta femme, c'est bon, alors, je vais entreprendre. Ouais. Tu es salarié à ce moment-là? Je suis salarié, salarié. Ça se passe très bien. Donc ça se passe très bien. Et qu'est-ce qui fait du coup que tu quittes le salariat? Est-ce que tu lances en parallèle? T'as lancé en parallèle une activité? Je démissionne. Ou pas du tout? T'as juste démissionné. Alors je t'explique, je donne ma lettre de démission. Ça se passait bien? Boss, il me dit, mais
en fait, je profite de l'entretien de progrès. Dans l'entretien de progrès, on discute avec mon responsable et il me dit, écoute, Saïd, voilà, peut-être que moi je vais évoluer. Donc, si jamais toi, ça t'intéresse un poste de responsable. Ah ouais, c'est Je impressionnant. lui dis, non, c'est mort parce que après, je lui dis, de toute façon, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. Dans quoi? Je savais déjà que je voulais lancer Islamic Deal. Donc, je lui dis, Islamic Deal. Aujourd'hui, tu l'as dit Islamic Deal. Islamic Deal. Il a dû tomber de sa chaise. Non, franchement, c'était des gens très ouverts. Et tout ça. Il m'a dit Islamic Deal, ok, mais quand même, c'est compliqué, tu vas partir comme ça. Et il me dit, je dis, ouais, par contre, je veux une rupture conventionnelle. Forcément. Pour le chômage. Il faut de l'argent. Donc, Il faut... Tu veux des revenus tous les mois. Il me dit, on ne donne pas de rupture conventionnelle ici. On va voir avec le DG. On va voir le DG. Le DG, il dit, écoute, en plus, c'est quelqu'un de très imposant. On est en quelle année, là? On est dans... À peu près. Je sais plus, on est en quelle année, là, ça vous, 2003, 4, un truc comme ça. Non, plus peut-être. Parce que 1999, t'as dit... Ouais, je sais pas. En fait, c'était en 2012. Ah oui, d'accord. Oui, non, 2011. C'était en 2011, ça, très exactement. Je vois le DG. Le DG me dit, tu sais, moi, si un jour je dois partir d'une entreprise, je pars. Je ne demanderai à personne. C'est une parole de ouf, hein. Ouais. Et je lui dis, ouais, t'as raison, t'es le mec fier. T'as raison, je démissionne. Et j'ai démissionné. Et une semaine plus tard, sincèrement, je me suis beaucoup donné pour le groupe parce que c'était une partie de moi aussi, de mon histoire. Et je pense que c'est ça qui a penché en ma faveur. Et ils m'ont finalement offert une rupture conventionnelle une semaine après. Sans que je demande quoi que ce soit. Hein. Nickel. Et donc, je partais dans de très bonnes conditions. Et sincèrement, je les remercie encore aujourd'hui parce qu'ils m'ont dit, ils m'ont respecté psychologiquement parce qu'ils m'ont dit, tu sais quoi, si ton truc là, ça marche pas, tu nous appelles. Donc déjà, pour moi, c'était une belle récompense. Et il y a un autre aspect à prendre en considération, c'est qu'avant de partir, j'ai fait des passations. J'ai essayé de signer un maximum de comptes pour l'année qui allait arriver. Bref, voilà, en fait, c'est concrètement, ça s'est plutôt bien passé. Tu as ta rupture conventionnelle. Et là, tu lances Islamic Deal. Je lance Islamic Deal. C'était une idée que j'ai eue comme ça. J'ai vu que Groupon, à l'époque, tu sais, le site d'achat groupé, fonctionnait bien. Et je me suis dit, tu sais quoi, je vais lancer un Groupon pour les musulmans. Excellent. Insouciance. Mais dans le côté entrepreneuriat, ça passe mieux. Tu vois ce que je veux dire? Il en faut, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et je suis commercial. Donc, écoute bien, chèque déjeuner, si tu veux, pendant toute la période où j'ai travaillé là-bas, j'étais pas au niveau. Donc, j'ai dû me remettre à niveau. Donc, je rentrais le soir, j'apprenais Word, Excel, des trucs que tout le monde connaît, mais pas moi. Donc, du coup, je travaillais beaucoup. Quand je suis devenu entrepreneur, j'avais déjà l'habitude de travailler beaucoup. C'était une préparation à ce qui allait arriver après. Aussi bien une préparation au niveau du mindset, l'économie sociale, le fait de mettre l'humain au centre de la réflexion, toutes ces choses-là, et au niveau de la charge de travail. Donc, quand les entrepreneurs, ils arrivent, ils font leur premier pas dans l'aventure entrepreneuriale, ils sont fatigués, ils font des nuits blanches, et tout de suite, ils peuvent rebrousser chemin. Moi, non, en fait, j'avais déjà l'habitude de faire ça. T'étais préparé? J'étais préparé. On m'a préparé, je pense, tu vois. Donc, c'est ta première expérience entrepreneuriale? C'est ma première expérience entrepreneuriale. J'avais jamais rien acheté sur Internet à la base. Je sais même pas pourquoi j'ai décidé ça, parce que c'était facile à lancer. C'était ça. Et je commence à décrocher mon téléphone, j'appelle. Il n'y avait pas beaucoup de commerçants, donc j'allais dans des boutiques, je distribuais des flyers. Bref, sincèrement, cette aventure, elle est vraiment intéressante. Parce donc que là, tu vas chercher des vendeurs, des revendeurs, je vais chercher des produits, des services peut-être. C'est ça. Mais au début, personne n'a confiance en toi, t'es personne, t'as pas de site, t'as rien du tout. Forcément. Et je rencontre Joao Alkens par hasard à l'Alhambra. Je sais pas s'il se souvient de ça. Et il me dit, j'espère que ça, l'Alhambra, non, Il était là-bas et je lui parle un peu du projet. Il me dit, j'espère que ton site il ressemble à quelque chose. Bon, mon site il ressemble à rien. J'espère qu'il ressemble à quelque chose parce que tu sais, les gens qui lancent des projets et leur site il ressemble à rien. Je suis rentré chez moi, j'ai dit, ouais, tu sais quoi, il faut absolument que le site il ressemble à quelque chose. Et au final, on a lancé un joli site. Et puis vraiment, tout a été facilité. Et on faisait pas beaucoup d'argent, mais on a créé une communauté de 20 000 personnes en un an et demi. Incroyable. Vraiment, on n'a rien fait. Donc, la vérité. Hein. Il est très humble. Non, mais je vous le dis sincèrement. Je vous remonte encore les échanges de mails avec Alcon. Quand il me dit, tout seul, même là. Hein, tout seul. Non, j'étais avec mon épouse. Mon épouse travaillait. Mon épouse travaillait sur, si vous voulez, la partie technique. Parce qu'elle avait étudié ça un peu, mais en STMG, tu vois, genre le truc, étudie vite fait. Mais elle avait une connaissance quand même de HTML, etc. Moi, je ne maîtrisais pas du tout. Et moi, j'étais commercial. Vous étiez deux sur le projet. On était deux sur le projet. Ça a duré... Alors, notre duo, il a duré peut-être 1 an. D'accord. Mais en 1 an, il s'est passé trop de choses, tu vois. Je veux dire, on a été au Bourget gratuitement. On accueillait les gens au Bourget. Les gens venaient. La première entreprise qu'ils voyaient, c'était nous. Alors qu'une semaine avant, je demande à l'organisateur technique, est-ce que je peux vendre les billets sur Internet? Il me dit, tant que je serai vivant, tu ne vendras pas les billets sur Internet. Et sans que je dise rien à personne, tu as l'UOIF qui me contacte et qui me dit, ouais, on aimerait bien que tu vendes les billets. Je dis, vous avez parlé à un tel? Il me dit non. Excellent. Tu vois le truc de fou? Ce que je vous raconte là, tu as vu, mon frère, on en parlait là encore.
Et alors, il y a aussi un truc important à garder à l'esprit. Le premier Bourget que je fais, il est nul. J'ai rien. Je partage un stand avec une personne que je ne connais pas. Et je vois un des entrepreneurs que je suis. Et je lui demande si on peut travailler ensemble. Il vient devant mon stand et il me dit non. Douche froide. Là, vous êtes petit. Quand vous serez un peu plus grand, organisé, on verra. Et franchement, je prends un coup, tu vois. Parce que moi, j'avais une image de lui qui est bienveillance. C'est ça, pas du tout de bienveillance. Et subhanallah, tu vois, l'année d'après, il nous courait après, on pouvait pas travailler avec lui parce qu'on avait déjà plein de trucs, tu vois. S'il vous plaît, je veux travailler avec vous. Mais voilà, je dis ça aussi parce que je vois qu'il pense que tu ne voulais pas travailler avec lui. Oui, bien sûr. Du coup, une année Islamic Deal, c'est ça? Donc tu as une arrêté année, j'ai fait 2 ans ou 3 ans d'Islamic Deal, mais au bout d'1 an, je tournais en rond parce que tu vois, ça demande beaucoup de travail. Ça demande de faire du graphisme, du commercial. Tu te rémunères via l'affiliation, c'est ça en fait? En fait, ouais, je prélève une commission à chaque vente. C'est un peu comme du dropshipping si tu veux. C'est ça. Donc il y a des deals qui fonctionnaient très bien, d'autres moins. On faisait près entre 2000, 3000, 4000, 5000 euros par mois. D'accord. À l'époque, c'était pas mal. C'était pas mal, ouais. C'était bien. Mais c'était pas non plus... Si tu fais rien, par contre, tu fais rien. Tu vois, je veux dire, c'est des deals. Donc il fallait que tu sois derrière, quoi. Voilà. Alors, chose importante que j'ai compris, quand tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, tu as des objectifs de vie. Moi, c'était la liberté. Tu peux pas lancer un truc d'actualité. Sinon, tu es toujours tributaire de l'urgence qu'il y a derrière ce type de modèle commercial. Donc, j'ai fait 1 an et demi comme ça. Et puis, tu veux connaître... Bien sûr. Non, parce que mais on veut intéressant, connaître c'est la super suite. intéressant, en fait. Moi, je suis à l'écoute. Moi, je suis quelqu'un qui écoute beaucoup. C'est vrai. Bah, écoute, en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que 1 an après, je contacte un de mes mentors. Je lui dis, voilà, est-ce que tu peux me donner des idées? J'ai 20 000 personnes quand même, mais j'aimerais bien lancer autre chose. Et il me dit, non, ton vrai problème, c'est que tu es nul en com. Douche froide aussi, là? Douche froide. T'es nul en com. Et tu sais, t'acceptes pas forcément ça parce que t'as l'impression de faire de la com. Ouais. Mais si t'es sincère avec toi-même, tu sais que c'est pas de la com. Tu sais que c'est pas de la com. Ouais. Que c'est nul, que ce que tu fais, c'est... à l'époque, il n'y avait pas Canva, tu vois, donc tu maîtrises 0,1% de Photoshop, donc tu fais un truc qui ressemble à rien. Mais je comprenais pas les principes de com. Quand il m'a dit ça, pendant 3 jours, je me sentais pas forcément bien. Ouais. Mais après, je suis tombé sur une formation qui s'appelait Dompter le trafic à l'époque, qui expliquait un petit peu les rouages du système dans le social media et le SEO. J'ai acheté ça, j'ai commencé à mettre en place des petits hacks, ça fonctionnait. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Je kiffe, donc tous les soirs, je rentre, tac, j'essaie de bosser dessus. Et donc après, ça marche, mais je finis la formation. Mais mon chiffre d'affaires, il augmente un petit peu. Et là, j'achète une formation, je vois passer une publicité, je suis, tac, et ça m'amène à Jeff Walker, un Américain. Oui. Tu connais, hein? Ouais. Ça m'amène à lui, je regarde une première vidéo, je la fais traduire. C'est un ouf, hein. Vraiment, je suis un geek. Personne ne fait ça. Je traduis la vidéo, je prends la retranscription, je la mets dans Google Traduction, et je regarde, je dis waouh. Ça t'a pris du temps quand même. C'est ce que j'allais dire. À terminer la formation. Ça m'a pris du temps de fou. Mais par contre, je veux dire, lui, cet homme-là, qui ne me connaît pas, je ne le connais pas non plus personnellement, mais je peux dire qu'il a contribué à changer ma vie. Sa formation était extraordinaire. Parce qu'elle t'explique comment organiser un lancement, mais en réalité, dans sa formation, il y a tous les aspects marketing que quelqu'un doit maîtriser de base. Et je suis beaucoup dans la formation, donc j'achète la formation. Le petit épisode, hein, on a 2500 € sur le compte bancaire d'économie. Je dis à mon épouse, je vais acheter une formation de $2000. C'est un Américain. Et il dit que je peux gagner l'équivalent d'1 an de chiffre d'affaires en 1 semaine. T'es nia, là. Là, elle me dit, tu sais, elle me regarde, en fait, son regard, j'oublierai pas, elle me dit, est-ce que là, il me fait une blague? Ouais, non, mais ou est-ce qu'il est fou? Il a trop travaillé? Et le truc qui lui fait changer d'avis, c'est que je lui dis, il y a 90 jours de garantie de satisfaction. Et là, je ne me rappelle plus comment elle dit oui. On peut essayer. Donc voilà, ça a commencé comme ça. J'ai fait des tests sur un produit que j'ai lancé via Islamic Deal. Ça a super bien marché. J'ai fait 5000 € en 1 semaine. Oh. Donc sa promesse était tenue. Ouais. Ça a encore marché. Ouais. Et là, tu avais une maîtrise de la communauté. Donc, tu as une base de données et tu l'as... Bah ouais, c'est ça. En fait, j'ai créé un pack visibilité où j'ai mis plein de trucs dedans. Ouais, et cool. Voilà, en fait, c'est comme ça que je suis rentré dans le marketing et que je suis devenu un passionné. C'est les résultats que j'ai obtenus. Donc, ça crée des émotions. Et ces émotions... C'est de là où tu lances WMA? Non. C'est venu bien après? Je voulais lancer WMA à ce moment-là, mais je rencontre Steve Abdelkarim. Je ne sais pas si ça... Ça parle, bien voilà. Ouais, ça parle. Je le rencontre et on m'en parlait beaucoup. Donc, c'était le fondateur de Life, mais en même temps, il faisait, si tu veux, de la lecture rapide en présentiel. Alors, il gagnait à l'époque très bien sa vie. Il travaillait qu'1 semaine sur le mois. Et le reste du temps, il le consacrait à son ONG.
Et il me fait une proposition, il me dit, écoute, moi ce que je te propose, c'est que toi, tu as une méthode de lancement, mais tu n'es personne. Qui va acheter chez toi? Personne. Donc, et moi, avec son franc-parler là, un franc-parler un peu comme ça, il me dit, et moi, si tu veux, j'ai une formation physique, mais j'ai envie de la mettre en ligne. Tu t'occupes du lancement de ma formation, et moi, je m'occupe C'est un bon deal. Et je te fais un témoignage, etc. Et puis, ça te fait ton premier lancement, c'est une vraie expérience. Très bon deal, incroyable. Sincèrement, on a fait ce deal-là, c'était extraordinaire. On a fait 500 ventes en une semaine. Ah oui, là, c'est des beaux... 500 ventes en une semaine, je sais pas, ta vie, elle change, tu vois, tu te dis, mais c'est T'as incroyable. pété le game, là, t'as craqué un Exactement. truc. Là, Et en plus, on lance juste avant que j'aille au Jomoa, parce que ça marchait pas. Après, j'ai dit à ma femme, vas-y, appuie sur le bouton lance et tout, je vais au Jomoa. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner, je pensais que c'était des problèmes techniques, mais c'est des ventes. Subhanallah. Waouh. Tu sais, je me rappelle, j'entendais mon téléphone vibrer comme ça, le prêche, je voyais juste la bouche bouger de l'imam, mais je comprenais rien du tout à ce qu'il disait. Tu dis, Je c'est disais- quel problème Je qu'en voyais vrai que les problèmes, tu vois. Et puis lui m'avait fait confiance, donc tu vois, d'une certaine façon, Tu voulais lui t'as rendre. pas envie de décevoir Ouais, ton bien partenaire. Et puis on a fait 500 ventes en une semaine et l'aventure a commencé comme ça. On a bossé ensemble pendant 1 an et à l'issue de ça, moi j'ai lancé WMA. D'accord. Voilà, WMA. Le premier WMA, c'était un peu En quelle année WMA? 2013. 2013. Ça allait assez vite, 2013 ou 2014. Je me rappelle plus Incroyable. très bien, mais tout s'est enchaîné en fait. Plus de les 10 ans, on projets. parle toujours de WMA aujourd'hui. C'est Bah ouf. écoute, après on a fait plusieurs mises à jour. À chaque fois, bah là il y a une grosse mise à jour qui arrive encore avec l'IA. Il y a 1 an, on en a fait déjà une. Moi, tu as vu, je veux que ce programme, si tu veux, il puisse aider de plus en plus de gens. Parce qu'à chaque fois qu'on fait des mises à jour, on ajuste non seulement le contenu, mais aussi la façon dont on le présente. Avant, c'était des vidéos Il y qui a duraient combien 2 de heures. personnes qui nous... Plus de 7000, je crois. À peu près 7000. Ah oui. Plus de 7000 À personnes. peu près 7000 Incroyable. personnes. Depuis 2013. Ouais. Magnifique. Sachant qu'il y a des personnes qui l'ont acheté Je à fais- 394. Je hein. fais partie de cette... C'est vrai? Ouais, je fais partie Ah, je de savais pas. cette- T'es quelle promo, toi? Ah, je sais pas quel problème. En 2020 ou 2021, quelque chose comme ça, Excellent. en fait, dans ces eaux-là. D'accord. Bah écoute, Bah, je crois que t'as Sofiane aussi. Sofiane a fait WMA. Bah, aujourd'hui, Ouais. Sofiane, t'as vu, il a un niveau quand même qui Machallah, ouais. bien au-delà de WMA, tu vois. Non, j'ai Machallah. fait WMA, effectivement, ouais. Et ouais, je peux en dire que du bien. C'est fou. Franchement, c'est une encyclopédie, ton truc, là. C'est énorme, toutes les informations qu'il y a là-dedans. Si tu veux la vérité, moi je fais après. Quand je vois certaines En personnes. fait, par contre, on voit que tu prends du plaisir à le faire. Ouais, je kiffe. Tu kiffes. Je Même kiffe. dans les animations, dans les façons dont tu as structuré le truc, on sent que tu prends du plaisir. En fait, tu veux que je te dise je kiffe l'humain Tu kiffes qu'il y a l'humain. derrière. On en revient toujours à ça. Kiffer Ouais, l'humain. Tu fais l'humain, exactement. Ça vous parle pas, des fois c'est un peu abstrait. Non, bah Non. justement, le podcast avec Nadia, c'était la même chose. Kiffer l'humain, le fait de transmettre, le fait de donner, le fait de recevoir. Ouais. Donc c'est suite au succès avec Steve Abdelkarim, donc tu as bossé avec lui pendant à peu près 1 an, 2 Un ans, an. peut-être 1 an, c'est ça? Voilà. À la suite, tu as lancé WMA ou il y avait peut-être. Non, d'autres pendant choses cette période-là, j'avais lancé WMA, donc je faisais les deux. Durant tu cette vois. période, tu faisais ça entre les deux, etc. Voilà, il y a eu d'autres lancements, d'autres acteurs. Tu de fais la partie communauté. des précurseurs, on va dire, même dans la francophonie, On Il y avait des avoir gens avant lancé- moi. à s'être lancé dans l'infoprenariat. Tu sais, il y a quelqu'un à qui j'ai pas rendu hommage, et c'est dommage parce qu'en vérité, c'était lui un précurseur. C'était bloguer ses gars, non pas bloguer ses Olivier Roland. Olivier Roland. Olivier Roland. Blog, c'est Olivier Roland. Olivier, parce que effectivement. ce que Mais lui j'ai- aussi, c'est un ancien hein, C'est dans un le ancien. game. Hein. et c'est lui qui On le m'a voit poussé. peut-être moins maintenant, mais c'est un ancien dans le game. C'est un ancien, et puis c'est un gars qui a suivi à peu près les mêmes formations que celles que j'ai suivies chez les Américains. Ouais, Je me suis beaucoup ouais. inspiré de lui et de son... Parce qu'en fait, moi, j'aime bien quand on présente quelqu'un, quand on dit Tu l'as quand il m'a rencontré formé, je vais me former chez lui. Tu l'as Moi, je l'ai rencontré rencontré. D'accord. Je l'ai rencontré au Mexique. Donc, quand on a fait les 500 ventes, on a été sélectionné par ClickBank pour aller dans un mastermind au Mexique. Ça aussi, ça a été génial. C'est vrai, hein. Mais c'est incroyable. Et là-bas, je vois Olivier Roland. Il me dit, mais C'est t'es là-bas qui, où tu le toi rencontres. Et il comprend pas, parce qu'il connaît tous les Français. Et moi, il me voit arriver, mais t'es qui? Et je dis, bah en fait, moi, je suis dans la lecture rapide, parce que c'était pour la lecture rapide. Speed reading, les Américains disaient speed reading. Et ils comprenaient pas, tu vois, il y avait des survivalistes, il y avait des... Et il me dit, c'est quoi ta niche? J'ai dit, c'est les musulmans. Il me dit, c'est pas une niche les musulmans, parce que moi, les musulmans, ils achètent chez moi. Je lui dis, ouais, mais si toi, tu vends à des musulmans, moi, le message que je vais leur donner, ils vont plus comprendre, parce que je suis musulman, je comprends la problématique et tout. Et ça l'avait surpris à l'époque. Et quand je lui parlais de WMA, j'avais fait les 2 premiers modules. Et je lui dis, j'ai 9 modules. Il me dit, non, lance. Quand tu rentres là, lance direct. Et en fait, j'ai suivi son conseil tout simplement. Ok. Si je l'avais pas suivi son conseil, je l'aurais jamais lancé. Comme on dit, fait est mieux que parfait. Tout Ouais, à fait. Des fois, Parce on que... attend souvent que tout le produit soit fini, parfait pour se lancer, alors que... Et ça devient une excuse. Et ouais, bien sûr. Parce que comme tu es dans un schéma où tu attends, bah en fait, ton cerveau, il a appris à attendre. C'est ça en fait. Et tu as besoin un peu t'as besoin des conseils, enfin, tu as besoin des retours,
des personnes qui ont pris ta formation. C'est ça qui fait que tu as peut-être amélioré, tu as peut-être travaillé, ça va peut-être même te challenger, te mettre la pression. Des personnes ont acheté, bah vas-y, donc j'y vais, je fonce. C'était 9 mois de pression, je te dis tout de suite. Et toi, du coup, aujourd'hui, tu es focus maintenant que sur l'IA? Alors aujourd'hui, moi je suis un vrai passionné d'IA, si tu veux. Et ce qui est bien avec cette nouvelle aventure via mon agence IA Avant-Gardiste, c'est que mes compétences en psychologie, en web marketing et toutes ces choses-là, bah en fait, c'est toujours la même boucle. La vérité, quand je propose un service aux entreprises, par exemple, quand tu vas dans une entreprise pour faire un audit, moi je vois en fait que c'est pas l'IA qui est la solution. C'est aussi qu'il va falloir changer la culture d'entreprise. Parce que tu as vu, un tel, il a dit ça. Un tel, il utilise un champ lexical très négatif. Il est peut-être en souffrance. Et du coup, ça me permet d'avoir, si tu veux, une solution holistique où je peux vraiment aider de manière globale. Bien sûr. En fait, on en revient... là, depuis le début, je t'écoute. En fait, ce que tu as mis en avant, c'est le fait d'avoir des valeurs dans une entreprise et le fait aussi de fédérer. Le fait aussi de... On oublie souvent quand on est entrepreneur, quand on a des petites équipes, de créer un peu un système de valeurs pour que les gens soient... Comme je dis, tu portes le nom de la boîte. Tu sais, je vais te dire un truc, hein, parce que là, on embellit beaucoup mon parcours, etc. En tant qu'entrepreneur, tu vois, j'ai des problématiques d'organisation parfois, des choses comme ça. Mais s'il y a un truc, je pense, qui nous définit bien, donc moi et mon équipe, c'est qu'en réalité, on kiffe vraiment ce qu'on fait parce qu'on a l'impression de contribuer à quelque chose. Tu vois, on n'attend pas le soir pour se dire, bon, bah, là, il est 17h, maintenant, je vais mettre dans le jean et je vais faire des bonnes actions. Non, c'est dans notre activité, déjà, on veut en fait en faire un maximum. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Et c'est ça qui fait la diff aussi. Je pense que c'est ce qui fait la diff parce qu'aujourd'hui, l'humain, dans un monde d'IA, bah, les gens ont besoin, si tu veux, d'avoir affaire à des humains. Bien sûr. C'est ça, exactement. Ok, donc tu as fait WMA, tu as lancé WMA. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, Saïd Hamzil, c'est connu avec WMA, il faut dire ce qu'il en est. Il y a cette étiquette aujourd'hui. Tout à fait, c'est vrai. Il y a cette étiquette, mais il y a aussi Puissant. Projet Puissant, tout à fait. Le projet Puissant. Donc, tu peux nous en dire un peu Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, le projet bien sûr, Puissant. C'est toujours d'actualité. Hier, j'étais en ligne encore avec la communauté qui m'a aidé en fait, dans ce projet. En fait, c'est plutôt la communauté à laquelle j'appartiens et on a parlé du projet. Donc, le projet Puissant, c'est un projet... Tu vois, moi, tu as vu d'où je viens. Là, j'ai tout expliqué. J'étais plus bas que terre et puis Allah m'a tendu la main. Et je me suis dit, je ne peux pas que gagner de l'argent, je ne peux pas que vendre des formations, même si je respecte l'humain. Il faut que je fasse un truc de fou, qui va rester gravé, si tu veux, dans le marbre. Et l'idée qui m'est passée par la tête, c'est de former des jeunes du village et les aider à devenir autonomes en leur apprenant l'IA, les machins. Des compétences, en fait. C'était des boutiques à l'époque, boutiques de e-commerce. Et il y a une sœur qui me dit, dans un séminaire, elle me dit, ouais, mais bon, ils n'ont même pas d'eau. Qu'est-ce que tu veux qu'ils s'intéressent à ce que tu fais? Je dis, ok. Et ben on va financer 100 puits dans 100 villages, ça va être ça le projet. Et à partir du puits numéro 100, le projet commence. Et là, on va travailler sur leur autonomisation. Incroyable. Franchement, on a fait 100 puits, mais vraiment, c'est c'est en partenariat avec une ONG? Ouais, tout à fait. En fait, nous, on a collecté, si tu veux, et Life ONG, vu que c'est leur cœur de métier, a foré les puits. Et moi, j'aime bien Life ONG parce qu'ils t'accompagnent avant, pendant, et ils vont vérifier si son puits est toujours existant après, s'ils respectent les standards. C'est un gage de photos, Aujourd'hui, moi, je pense que je suis allé en voyage humanitaire plusieurs fois, j'ai vu de l'intérieur comment c'était, et c'est ça qui m'a plu. Sur la deuxième phase, vu que c'est une phase un peu plus complexe et qui ne rentre pas dans leur cœur de métier, on a récupéré la main. Et pourquoi Puissant? Pourquoi tu as lancé ce projet en vrai? En fait, je me sens à découvert toujours, en fait, aujourd'hui. Tu vois, je sens que c'est une dette, en fait. J'ai reçu beaucoup et j'ai pas le sentiment de... si je m'arrête là, je dirais que je suis quand même... toujours à découvert. Et puis, je veux aussi laisser une empreinte positive pour mes enfants aussi. Papa, tiens, il a fait ça, donc peut-être moi, je vais aller plus loin que ça. Parce que on essaie toujours d'aller plus loin que nos parents. Et c'est pour ça que je dis dans la page de Puissant, je dis promettez-moi d'aller au bout, même si je ne suis pas là. Hein. Quelque chose comme ça. Et c'est gratifiant aussi au quotidien de travailler sur des choses comme ça. Non, je sais pas. Je suis complètement d'accord avec toi. Je suis complètement OK là-dessus avec toi. Tu vois. On en parlait, il me semble, tout à l'heure. Effectivement, donc... Quand on gagne de l'argent, on peut se sentir un peu... On peut se poser des questions. Ouais, pourquoi moi je gagne autant que... Certes, il y a des efforts derrière. Tu fais les efforts pour y arriver. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui me fait le plus plaisir, ce qui me rend le plus heureux, c'est plus de donner que de recevoir, clairement. Aujourd'hui, quand je donne, tu te sens bien. Tu te sens tellement bien. Tu t'es donné. Que ce soit aux membres de ta famille ou que ce soit à travers des œuvres caritatives ou autres, c'est vraiment ce qui va faire que voilà, je vais vibrer au fond de moi. Je vais être content, je vais être heureux. Bien sûr. Et ça, c'est fou, en fait.
Et tu sais, plus j'avance, plus aussi je découvre des nouveaux. Tu sais, je veux dire, j'ai commencé dans un tout petit appartement. Après, à un moment donné, je me suis retrouvé dans une. Ah, ça sera à la fin, tu vois. Je me suis retrouvé dans une villa extraordinaire. Même les frères, quand ils venaient, ils disaient, mais ouais, qu'est-ce que. Et je remercie Dieu tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et un jour, j'ai dit à un frère, je me sens mal dans cette maison. Et il me dit, c'est de ta faute. T'es trop reconnaissant envers Dieu. Tu sais, plus t'es reconnaissant, plus il te donne. Donc, tu vois, donc il a recadré un petit peu mon état d'esprit. Et aujourd'hui, ce qui arrive comme ça, je remercie encore Dieu, mais ça me pousse aussi à faire plus, si tu veux, autour de moi. Je sais pas, hein, je sais que je peux faire plus que ce que je fais. Des fois, il va se passer des semaines ou des mois sans que je travaille sur le projet puissant. Pourquoi tu n'ouvres pas une association Mais oui, il y a une association qui est en cours, qui va être ouverte. Cool. On en parlait hier. Ça va s'appeler Puissant. Et on travaille sur un projet d'agritech. On pourra en parler. On pourra en reparler peut-être. Moi, j'avais une dernière question pour toi. Dis-moi. Quel conseil tu donnerais à Saïd de l'avant pour ce qu'il est aujourd'hui? Cette question, tu sais, je pourrais te répondre quelque chose... De basique? Non, je pourrais te répondre quelque chose de basique, mais en réalité, le Saïd d'avant, il n'était pas apte à pouvoir comprendre des conseils, si tu veux, parce qu'il lui fallait vivre ce qu'il a vécu pour grandir psychologiquement. Tu pouvais lui dire ce que tu veux. Mes parents, tu crois qu'ils me disaient pas. Il n'aurait pas entendu, ouais. C'est ça. Par contre, je me rappelle d'une phrase de ma mère. C'est là où j'ai commencé à vouloir rentrer dans le droit chemin. Elle m'a vu, je faisais des bêtises vraiment très graves. Et à chaque fois, elle me récupérait. Et un jour, elle a dit « Wallah, je ne vais pas lâcher l'affaire. » Tu vois, cette énergie qu'elle a dit « Wallah, je ne vais pas... Tu vas faire des bêtises, je vais toujours te... » En fait, tu ne regrettes rien de c'est énorme, de ton je veux de dire ça, aventure, tu vois. Quoi. Et cette phrase-là, c'était il y a longtemps, il y a des frissons, tu vois. Ça veut dire « Je te repêcherai toujours, mais je te jure, je ne vais pas te lâcher. » Incroyable, c'est beau. Et voilà, donc je pense que le Saïd d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans, il ne comprendrait absolument pas les mots qui... Donc c'est vraiment l'état d'esprit. Je pense qu'il faut... Tu sais, c'est quoi? Je pense qu'il faut traverser des phases, des phases difficiles pour comprendre des sagesses profondes. Ouais. Pour moi, c'est clairement... vraiment... je ne vais pas te mentir, je vais pas te... Non, mais c'est exactement ça. T'as tout dit. Regarde, je suis entrepreneur. Ça fait un moment que je suis entrepreneur. Ouais. Et dans ce chemin entrepreneurial, tu as des embûches, tu as des problèmes, tu rencontres énormément de choses. Mais subhanallah, à chaque fois qu'il y a un problème, à chaque fois que tu rencontres un problème, en fait, tu fais face à ce problème-là, tu vas au front, tu pourrais abandonner en réalité. Mais au final, tu passeras pas au niveau supérieur. Donc, tu vas au front, tu passes le niveau supérieur, tu règles le problème. Et après, tu regardes derrière, tu dis, en fait, c'était pas grand-chose. Et même, subhanallah, les problèmes que je rencontrais il y a peut-être 7-8 ans dans mon activité, aujourd'hui, les mêmes problèmes, franchement, je les balaye un coup de main. C'est bon, en fait, c'est comme une petite mouche qui se pose sur ma... Tu vois, je me dis, vas-y. Mais je rencontre d'autres problèmes aujourd'hui, tout simplement. Mais c'est plus grand. Et c'est ces problèmes-là... Elle a précisé plus grand. Hein. Mais c'est vrai, plus tu développes, quoi qu'il arrive, plus tes problèmes... mais l'état d'esprit avec lesquels tu les... Et l'état d'esprit. Et sauf que voilà, tu vas aussi te développer, aussi, toi, en tant qu'humain. Simplement. Et tu te prépares, justement, à... C'est comme, on en revient, tu parlais d'Abdurrahman ibn Awf, c'est ça. Donc, le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, regarde les épreuves qu'il a rencontrées tout au long de sa vie. En même temps, tu as vu le message qu'il devait porter, qu'il porte. Énorme. C'est énorme. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a préparé. Il l'a préparé pour pouvoir porter ce message-là. Donc à travers toutes ces épreuves-là, et aujourd'hui, le Saïd Hamzine qui est là en face de moi, il fallait qu'il passe par toutes ces étapes-là. Donc, le Saïd Hamzine de 60 ans, quand il va revenir, il va dire la même chose aussi. C'est la même chose. Donc c'est normal, quand tu avais 10 ans, 15 ans, 18 ans, 20 ans, c'est clair que aujourd'hui, s'il s'entend parler, il y a des choses qu'il ne va pas comprendre. Ce qui est tout à fait normal, ce qui est tout à fait logique. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut de l'insouciance. Tu sais, j'invite, je finirai juste sur ça, vraiment, pour pas vous prendre. Mais vraiment, pour moi, en fait, il faut simplement travailler sur son intention et se connaître. Ouais. Quand tu te connais, quand tu sais ce qui t'anime et que tu as une bonne intention, la vérité, il n'y a rien qui peut t'arriver. Ce n'est pas un vrai business plan, ce que je suis en train de te dire. C'est pas un business plan. Il faut que tu te connaisses, il faut se connaître. Et quand tu te connais, c'est juste incroyable. Et faire preuve d'humilité. Cette intelligence émotionnelle-là que beaucoup n'ont pas, en réalité. Et quand tu l'as, tu as tout gagné au final. Quand tu sais, quand tu connais tes défauts, quand tu sais ce qui fonctionne chez toi. Ouais. Et il faut la préserver. Il faut la préserver. Et l'intention. Et la remettre à jour tout le temps. Tout le temps. Et est-ce qu'on n'est pas un bon groupe comme vous? C'est pour ça que je veux faire l'environnement. On n'est pas T'es bienvenu avec. Franchement, moi je suis honoré en tout cas de t'avoir. Franchement, moi j'ai pris WMA, j'ai checké toutes tes vidéos. À un moment donné, franchement, j'étais là. De toute façon, t'étais le seul acteur musulman dans l'infopreneur. Enfin, t'étais l'un des seuls, il me semble. Mais en tout cas, t'étais le seul à impacter. Par rapport à ce que tu faisais, etc., tu étais vraiment dans le futur, quoi. Et justement, après, tu t'es lancé dans l'IA par la suite. Ça fait longtemps que tu es dans l'IA, non? C'est tout récent. En fait, tu as vu, j'ai toujours été dans l'automatisation. Mais là, l'IA, ça fait 3 ans. L'IA est arrivée, donc tu t'es...
Non, franchement, top. J'ai grave kiffé en tout cas. C'est moi qui a grave kiffé. Voilà, on a vu un peu ton parcours. On a découvert certaines choses. Là, vous avez vraiment on a tout là. les grandes lignes. En tout cas, voilà, maintenant pour te suivre, on fait comment? On va sur Instagram, sur YouTube? Non, peut-être pas sur Franchement, YouTube. écoute, moi je dirais aller sur LinkedIn. Parce que ça va être le réseau social sur lequel je vais le plus être présent. Je serai partout, hein, mais LinkedIn, c'est mieux, vraiment le truc. On mettra le lien en tout cas en biographie. En tout cas, merci. Si vous avez kiffé en tout cas ce podcast, n'hésitez pas à liker, vous abonner, à nous dire voilà donc ce que vous en avez pensé. Vraiment, abonnez-vous. Et abonnez-vous, donc c'est la base. Je peux regarder la caméra derrière? Il est là, c'est là. Abonnez-vous. Ah oui, je regarde même pas. Ah mais abonnez-vous, vous êtes sérieux ou quoi là? C'est quoi ça? Hein? Attends, mais j'ai regardé une stat il n'y a pas longtemps là, sur les derniers vlogs que j'ai fait. 97% des personnes qui visionnent les vidéos ne sont pas abonnées. C'est ouf ça. Et 99% des gens qui les visionnent lancent des business et gagnent de l'argent. Exactement. Non, merci beaucoup et je vous dis à bientôt. Assalamu alaikum. Salam alaikum.